Bienvenue à la causerie de ce mardi 8 octobre de l'année 2019. Quelle est l'importance du secteur agricole dans le développement économique du Bénin? C'est la grosse question à laquelle nous tenterons de répondre dans la première partie de cette causerie. On parlera aussi éducation en deuxième partie avec le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, qui demande aux instituteurs, aux enseignants de bien s'habiller devant leurs apprenants. Comment comprendre aussi cette décision du ministre? On posera aussi la question à nos invités. Et parlant justement d'invités, vous les connaissez, Eloge Ganaho, directeur général du quotidien Le Gongonais. Bonjour. Bonjour Gilles Chris. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Oui. Voilà, merci de votre présence sur ce plateau. Constant Yaouidéou, directeur de Radio Planète, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers téléspectateurs. Ouais. Et puis, Mathias Sossou, directeur général du quotidien Le Gongonais, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je crois que la pluie a amené une certaine embrouillamini ce matin. Parce que c'est le grand matin Dans la de l'autre présentation, côté. voilà. C'est le Oui. grand matin. Ah, mais qu'est-ce que j'avais dit déjà? Le Gongonais. Ah, mais voilà. C'est l'inspiration. C'est le grand matin. Allez, merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel, justement. Donc, Eloge Ganaho, directeur général du quotidien Le Grand Matin. Alors, on va parler avec vous agriculture, avec bien sûr le plan national stratégique de développement du secteur agricole. Un plan qui montre qu'en 2018, le secteur agricole a contribué à hauteur de 28,3% au produit intérieur brut. Comment comprendre, on va dire, cet essor-là de l'agriculture béninoise? Très bien Gilles Chris, vous venez de le préciser, que ces sources, c'est du plan national et stratégique pour le développement du secteur agricole. Et selon ces sources-là, le secteur agricole a contribué à 28,3% au PIB. Cela se justifie, n'est-ce pas? Tout d'abord, c'est une bonne performance. Vous savez que lorsqu'on parle du PIB, d'accord, les autres années, s'il y a cette augmentation-là, ça montre que le secteur agricole se porte bien. On a apporté du sang neuf au secteur agricole, ça lui a permis, ça a permis l'essor du secteur agricole. Et tout cela est lié aux réformes en cours, il ne faut pas se le cacher. Oui. C'est vrai que ces réformes-là sont difficiles, ça a suscité des réticences à certains niveaux, ça a été objet de contestation de certains acteurs du secteur agricole, ça nécessite des sacrifices. Mais le président Talon, qui est déterminé, n'est-ce pas, à faire aboutir ces réformes-là, n'a pas reculé. Donc, vous voyez, il a continué et tous les investissements qui ont été faits dans ce secteur, tous ces investissements ont permis à ce que nous enregistrions vraiment ces statistiques-là, ces résultats-là. C'est de bons résultats et donc cela est lié à la détermination du président Talon et de son gouvernement qui ont pu continuer les réformes. Ce n'est pas fini, mais c'est déjà un effort très appréciable. Puisque, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a eu plusieurs investissements. Il y a eu des investissements directs, d'accord, de la part du gouvernement. Il y a eu des investissements de la part des privés, d'accord, les investisseurs privés. Et puis, il y a les PTF, les partenaires techniques et financiers. Donc, vous voyez, donc, tout cela conjugué ont contribué, ont fait en sorte que nous avons enregistré ces chiffres encourageants là, dans le secteur agricole. Constant Yaouidéou. Oui, merci. Je crois que mieux vaut tard que jamais, dit-on. Et nous avons longtemps péché en ce qui concerne l'agriculture dans notre pays. Et si aujourd'hui ça a commencé par évoluer, je crois que c'est à encourager. Mais c'est qu'il ne faudrait pas, c'est ce qui est souvent dommage, il ne faudrait pas que l'effort qui se fait aujourd'hui, parce que demain, ce n'est plus la même personne, le même régime qui serait en place, et qu'on retombe encore, c'est tout comme si celui qui a fait les efforts à un moment donné a perdu son temps. Et c'est ça ce que nous devons essayer de voir. Comment est-ce qu'il faut faire pour ne plus reculer? Et c'est ça, en réalité, sinon ça va être difficile de continuer par faire des efforts. Vous savez, quand on parle d'agriculture, chez nous au Bénin, c'est tout simplement triste parce que quand aujourd'hui, on a vu les efforts que le président Talon est en train de faire avec les réformes, nous sommes en train de connaître des performances, mais
quand on parle aujourd'hui, on a dit que c'est le président Talon qui est en train de le faire. Et ça, ce qui apporte autant de souffle à l'économie nationale aujourd'hui, porte son nom, mais en réalité ne devrait pas porter son nom, mais c'est beaucoup plus ce qui devrait être sensationnel qui devrait porter son nom. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un grand retard qu'il est en train de nous aider à rattraper. Parce que, prenez déjà l'hymne national, 1960, on a parlé d'agriculture. Oui. Et depuis ce temps qu'on a commencé par dire notre base de développement, c'est l'agriculture. 1960, 2019. Ça fait beaucoup d'années. Et dans l'hymne, nous n'avons pas parlé de coton, nous n'avons pas parlé d'anacade, nous n'avons pas parlé, mais on a dit palmier. Vous voyez, on a parlé de palmier. Et en ce moment déjà, l'huile de palme, c'est le Bénin le Dahomey, alors, qui fournissait de l'huile de palme pour fabriquer le savon aux soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis ce temps, voilà l'importance que représentait déjà notre agriculture. Et le plus populaire des savons parfumés dans le temps, palme-olive, c'est l'huile de palme du Dahomey. C'est ça, la réalité. Mais donc, quand on a parcouru tout ça, et que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de nous réveiller pour réaliser des performances, je crois que celui qui a pris l'initiative, qui a mis cette rigueur, on doit pouvoir l'encourager à maintenir le cap. Parce que c'est ça. Quand ça, il fait et que ça disparaît après, c'est tout comme s'il a perdu son temps. Mais c'est le Bénin qui est en train de reculer. Un autre exemple, nous avons vu comment ça peine à Savais, la société sucrière de Savais. Vous savez, le sucre que nous prenons tous, le plus populaire, je vais dire, Saint-Louis, devrait être fabriqué au Bénin. Mais par nos quiproquos, par nos, je ne vais pas dire inconscience, mais en conséquence, oui. Mais c'est parti au Sénégal. Donc si aujourd'hui, nous avons commencé par mener une politique de développement agricole dans certains secteurs, par rapport à certains produits, que ça commence par nous placer sur le continent, dans la sous-région, dans une certaine mesure, dans une certaine position, nous devons prendre conscience pour dire, désormais, nous ne devons plus nous amuser avec l'agriculture parce que nous avons les terres qui sont encore vierges, mais quand on sait qu'il y a des Béninois qui développent le palmier à huile à l'extérieur, dans d'autres pays, sur le groupe terrestre, ça fait triste. Pour ne pas dire que, dans un passé récent, nous avons connu cette histoire des Malaisiens ici, mais allez dans la région de Lomé, quelque part, vous allez voir plus de 2000 pieds de palmiers à huile en train de souffrir dans la brousse, non exploitée. Donc, je crois que si dans certains secteurs, le développement commence, il faut encourager le gouvernement à aller très loin, à ne pas reculer, parce que nous n'avons rien d'autre. On a toujours dit que la terre ne ment pas. Je ne sais pas pourquoi nous allons chercher notre développement ailleurs pour nous mentir. Justement, plutôt que d'interroger notre terre. Et il a fait un développement assez exhaustif de notre passé, mais quels sont les actes que pose aujourd'hui le gouvernement pour nous aider à avancer? Quelles sont justement ces réformes en question, Mathias Soso? Oui, il faut reconnaître que dans un pays comme le Bénin, où nous n'avons pas assez de ressources minières, on ne peut que s'attaquer à la terre. Et comme l'a déjà dit mon prédécesseur tout à l'heure, la terre ne ment pas. Et c'est ce qu'a compris le chef de l'État en initiant des réformes. Je crois que depuis son arrivée, il y a eu quand même des réformes qui ont été brandies et nous avons vu les résultats que ça a donné. Les campagnes de lancement, les campagnes agricoles par-ci par-là qu'on a lancées tout le temps, ça a quand même payé, ça a fait quand même booster ce domaine-là de l'agriculture. Et je crois que c'est à l'honneur
du chef de l'État. Et vous savez, quand les présidents qui se sont succédés ont tout le temps proclamé le développement agricole, ça dépend de la manière avec laquelle chacun y est allé. Vous allez me dire que le président Mathieu Kérékou n'a pas parlé de l'agriculture. Il a bien fait la promotion de l'agriculture. Il a même dit, en tout cas, il y a cette phrase-là, que nous devons compter sur nos propres forces. Et si nous devons compter sur nos propres forces, étant donné qu'on n'a pas des ressources minières comme les autres pays, c'est seulement sur l'agriculture qu'il faut compter. Bon, même si chacun peut se retrouver en haut avec la roue, que le fou a redressé, et le chef de l'État actuel a quand même compris qu'il faut quand même mettre la roue à terre pour bien travailler le sol. Et c'est ça qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui. Le résultat que nous avons eu pour les pourcentages dont vous avez parlé tout à l'heure ne sont pas anodins. C'est quand même le résultat de ce qui est fait et ce qui a été entrepris. Vous allez me dire, le coton, depuis que le chef de l'État est arrivé, le coton était par terre. Mais aujourd'hui, ça a grimpé. L'anacade, tout ce dont on parle aujourd'hui, tous les produits, le haricot, en tout cas les produits vivriers, tout ça là, aujourd'hui, ça a grimpé. Ça veut dire que quelque part, il y a un développement qui se fait à ce niveau. Il y a un souci quand même de faire avancer ce domaine-là. Et comme je l'ai souhaité, Sa Majesté Yahweh, j'aurais aussi souhaité que la pression soit maintenue jusqu'à ce que, même si un autre président venait, ça soit en tout cas continuel, que ça ne s'arrête pas juste pendant le mandat ou bien en tout cas pendant le séjour du chef de l'État à la tête de ce pays. Donc il faut que la pression soit maintenue pour pouvoir pérenniser le travail qui est amorcé actuellement. Voilà. Euloge Gandaro, toujours la même question. On a vu que l'agriculture béninoise a permis à ce que notre pays se hisse à un certain niveau dans la sous-région. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on ait ce résultat-là? Oui, tout à fait. Vous voyez que pendant longtemps, pendant des années, les producteurs se plaignent du fait que ce qu'ils produisent, ils font des efforts, ces vendus ne sont pas payés à temps. D'accord? Les prix fixés pour le prendre ces produits-là ne sont pas toujours les meilleurs. Vous voyez récemment, puisque vous parlez des efforts consentis par le gouvernement, ce qui me vient en tête la toute dernière fois, le gouvernement a maintenu le prix d'achat au plancher pour l'amende de carité. C'est ça. Vous vous rappelez très bien. Et on en avait parlé. Voilà, c'est un effort. Parce que lorsque les producteurs ont des difficultés, ils ne pourront pas produire en quantité et en qualité. Donc, nous devons reconnaître cet effort-là fait par le gouvernement pour aider les producteurs non seulement à produire en quantité et en qualité, mais lorsque les producteurs doivent être, n'est-ce pas, soumis, ils doivent recevoir des pressions et les prix sont souvent augmentés, ça va au-delà de leurs moyens, c'est difficile. Il faut leur créer des conditions favorables pour produire en quantité et en qualité. Je crois que le gouvernement a fait cet effort-là. Mais non seulement ça, il faut insister aussi sur la diversification agricole. Pendant longtemps, on s'est plaint, on a déploré du fait que, on ne fait pas un effort dans ce sens-là. Certains nous disent que, ce n'est que la filière coton tout le temps, ce n'est que dans ce domaine-là qu'on investit. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, avec le gouvernement actuellement, on a parlé, je viens de parler de l'amende de carité. Oui. Il y a l'anacarde. Oui. D'accord? Il y a pas les noix de carité, il y a l'anacarde. Et puis, il y a les produits vivriers, le maïs et l'arachide et bien d'autres choses, l'ananas. L'ananas, nous avons dit récemment qu'il y a des agents de la douane de la Chine qui sont en train de faire des prospections ici, faire une étude pour voir les conditions dans lesquelles on pourrait exploiter, on pourrait, exporter l'ananas béninois. Tout cela entre dans le cadre des réformes du président Talon. Et il ne faut pas oublier qu'à côté de ces conditions favorables qui sont créées aux producteurs et qui sont suivies, puis on a parlé de l'Agence nationale de métrologie qui devrait faire en sorte, veiller en sorte que tout soit respecté, tout soit dans les normes pour que le producteur ne soit pas lésé. Ça veut dire que ce qui importe, c'est de préserver les intérêts des producteurs. Et si cela est fait, le producteur qui est dans de bonnes conditions, qui a les conditions favorables, il pourra aisément produire. Il aura les moyens de produire en quantité et en qualité. Mais à côté, je voudrais ajouter que tout à l'heure, j'ai parlé des investissements. Ça, c'est important. J'ai parlé des investissements directs. Et là, je voudrais dire que selon les statistiques dont nous avons parlé tout à l'heure, qui
que nous avons retenu du plan national stratégique du développement du secteur agricole, Oui. le ministère de l'Agriculture et de l'élevage de la pêche, les dépenses de l'année 2018 avoisinent 58 milliards et quelques. Année 2018. Alors que ces dépenses-là sont de 74 milliards et quelques pour l'année 2017, soit une augmentation de 9%. Ça témoigne déjà de l'effort accompli par le gouvernement en ce qui concerne les dépenses au niveau de ce ministère-là. Mais en dehors de ça, il y a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs privés qui ont beaucoup investi. Mais pourquoi? Compte tenu de la confiance qu'ils ont dans ce gouvernement-là qui a donné la preuve de sa bonne volonté et à faire d'abord l'effort ici pour que nous produisions en quantité et en qualité. Ça a mis en confiance les partenaires, les privés, le secteur privé, les partenaires privés, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et vous savez que quand ceux-là investissent beaucoup, ça génère beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois dans le secteur agricole et puis dans d'autres secteurs. Et quand il y a beaucoup d'emplois, ça contribue à l'essor, à la croissance de l'économie nationale. C'est ce que je voudrais ajouter. Avec ces différents chiffres, ces statistiques, Constant Yawedéou, est-ce qu'on peut dire que progressivement, les paysans deviennent de moins en moins orphelins? Absolument. Parce qu'à un moment donné, les paysans ont refusé totalement de faire confiance à l'État. Oui. On l'a constaté. Il y a eu carrément une rupture à ce niveau-là. Et malheureusement, comme les paysans ne sont plus encadrés, eux-mêmes, avec les changements climatiques, ont perdu totalement la boussole. Parce qu'ils arrivaient quand même à se débrouiller, mais avec les changements, ils ne maîtrisent plus actuellement comment les saisons se déroulent. Donc, il y a forcément que l'État devrait, par les services compétents de la météorologie, Oui. intervenir pour recadrer tout ça. Donc, quand l'État n'est plus partenaire de ces paysans, vous voyez, c'est carrément la catastrophe. Donc, non seulement ils ne réussissent plus dans les cultures qui devraient leur permettre d'avoir des revenus pour subsister, également dans les cultures vivrières qui devraient leur permettre au moins de survivre, il y a encore un problème. Oui. Donc, c'est la preuve que sans l'État, l'intervention de l'État aujourd'hui, les paysans ne peuvent pas réussir l'agriculture. Donc, quand l'État est démissionnaire, les paysans se perdent et l'agriculture, même à la base, est complètement faussée. Oui. Et quand c'est comme ça, c'est les paysans c'est même plus les paysans, c'est toute la population qui en souffre. Et si on arrive aujourd'hui à ce que l'État prenne conscience que ce n'est que par lui que l'agriculture peut aujourd'hui réussir pour ces paysans, je crois que c'est une très bonne chose. Et comme je le disais depuis toujours, Oui. il faut forcément que ça ne décroche plus. Très bien. Mathias Sossou, parlant justement de cet accompagnement-là de l'État avec les différents producteurs, les paysans, les agriculteurs, on sait qu'à l'arrivée du gouvernement, les premières actions dans le domaine agricole, c'est le découpage territorial en pôles de développement agricole, un peu comme des départements, et où ça a été réorganisé carrément. Vous sentez vraiment cette proximité-là entre État et paysans aujourd'hui? Oui, parce que déjà à l'arrivée du chef de l'État... Et disons au passage que vous n'êtes pas que promoteur d'organes de presse, hein, vous connaissez bien le monde agricole. Je suis fils de paysan. Voilà. Et moi-même, je suis cultivateur. Justement, justement. Et vous savez, avant l'arrivée du chef de l'État, on parlait de cadre. Oui. Et c'était centralisé au niveau départemental et c'est à partir de ce niveau que les décisions répercutaient sur les populations, sur les cultivateurs. Alors qu'avec l'arrivée du chef de l'État, nous avons constaté qu'il y a eu une certaine réorganisation, il y a eu un autre découpage. On ne parle plus de cadre aujourd'hui. Il y a eu cadre, SERPA, mais c'est d'autres structures qui sont carrément installées plus proches des populations, qui assistent les populations aujourd'hui. Quand les paysans veulent produire, en tout cas veulent cultiver un produit dans un domaine donné,
ils font appel à ces représentants de l'État qui les suivent et qui leur donnent des conseils nécessaires pour qu'ils arrivent à réussir ce qu'ils veulent entreprendre. Donc, quelque part, c'est quand même une action qui laisse comprendre quand même à ces producteurs qui ne sont pas sans parents. Il y a désormais un parent derrière eux qui les soutient. C'est pour leur donner quand même le courage, les encourager davantage à faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est déjà un signe pour garantir quand même la sécurité dans cette production-là. Si déjà un gouvernement qui s'attaque à ce secteur, il faut quand même le remercier parce que depuis toujours, nous avons chanté agriculture, base de développement, mais quand est-ce que ça va prendre? Et je crois que c'est le moment. Le chef de l'État a pris à bras le corps ce problème. Et c'est ça qui porte aujourd'hui ses fruits. Nous sommes en train de voir les résultats que nous constatons aujourd'hui. C'est ce qui fait même l'objet de notre débat, de notre causerie. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui se fait dans le domaine. Et il faut remercier le chef de l'État pour tout ça. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'embrasser tous les domaines dans le même temps et réussir. Parce qu'il y en a qui sont venus ici, qui ont parlé de ces productions-là. Nous avons entendu parler des Malaisiens dans ce pays qui sont venus et qu'on nous a présentés à la télé, mais par la suite, c'est d'autres affaires qu'ils sont venus faire. Je ne vais pas... je continue. Oui. Parce que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire avec foi, avec une volonté, une décision ferme. Et c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Il n'y a pas de désordre qui se fait au niveau de ces productions, de chaque production. C'est quand même un accompagnement fidèle et soutenu qu'on constate au niveau du gouvernement qui accompagne les producteurs. Très bien. Eloge Gandaro, nous parlons depuis de tout ce que le gouvernement est en train de faire pour améliorer ce secteur. Qu'en est-il alors des investissements privés? Oui, des investissements privés, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, c'est les chiffres qui parlent. Évidemment. C'est les chiffres qui parlent. Et lorsque on parle de chiffres, n'est-ce pas, il ne faut rien inventer. C'est ça. D'accord, il ne faut rien inventer. Nous avons parlé, comment dirais-je, des investisseurs privés, d'accord, qui ont beaucoup contribué. Et je peux dire que les partenaires techniques et financiers, d'accord, ont investi en 2018 un montant total de 58 milliards francs CFA, dont 57% sous forme de dons et 43% de prêts. 58 milliards de francs CFA pour les PTF, dont 57% sous forme de dons et 43% sous forme de prêts. Voyez-vous, c'est très important. Oui. Donc l'investissement à ce niveau-là. Alors que au niveau des investisseurs privés, ils ont injecté près de 59 milliards de francs CFA pour le compte des projets relevant du secteur agricole contre 22 milliards 50 en 2017. Voyez-vous, c'est des investissements très importants. Et tout à l'heure, j'insistais sur le fait qu'on n'investit pas au hasard. Et on n'investit pas quand il n'y a pas un cadre favorable à l'investissement. Un cadre juridique, si l'environnement immédiat, l'environnement agricole n'est pas favorable à ces investissements-là. Donc, s'il y a cette plus d'investissement, cela est dû au fait que les réformes ont mis en confiance ces partenaires en question, que ce soit les partenaires techniques et financiers et les partenaires du secteur privé. Voyez-vous, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup plus d'investissements et cela a permis un bond. Ça a permis un essor qui a eu des répercussions sur l'économie nationale. C'est très important. Je tiens à le souligner et tout à l'heure, j'insiste sur le fait que là également, il y a beaucoup d'emplois. Parce que lorsque certains pensent que non, c'est seulement le secteur cotonnier, j'ai dit la fois passée que ce n'est pas aussi mauvais. D'accord, il ne faut pas seulement privilégier la filière du coton, mais n'oublions pas que nous avons eu de bons résultats et des lauriers dans ce domaine également. D'accord, mais tout en ayant conscience qu'il faut aller à la diversification agricole, là où nous avons déjà eu de bonnes performances, nous devons commencer par préserver ces acquis-là. C'est ce qui est fait et ça génère beaucoup d'emplois et ce qui a des implications positives sur l'économie nationale. Mais l'autre chose que je tiens également à mettre à l'actif de ce gouvernement-là, tout récemment, vous voyez, avec la fermeture des frontières avec le Nigeria, tous les ennuis, les désagréments, et les problèmes que ça crée aux producteurs béninois. Et le gouvernement, n'est-ce pas, de manière prompte, s'est dépêché pour aller rencontrer ces producteurs-là, que ce soit les maraîchers, que ce soit les producteurs d'ananas, que ce soit les producteurs de tomates, pour dire, mais écoutez, nous n'allons pas toujours pleurnicher
et attendre que le cadeau vienne du ciel. Que le grand voisin du Nigeria, qui est un grand marché, une opportunité pour nous, aujourd'hui ferme ses portes et que nous soyons malheureux. Il faut que nous-mêmes, nous cherchions à faire nos propres efforts. Oui. Comme on le dit pendant la période révolutionnaire, comptons sur nos propres forces pour aller de l'avant. Et ça suppose qu'il faut chercher d'autres débouchés. D'autres débouchés pour l'immédiat, à court terme, trouver d'autres débouchés pour faire écouler ces produits-là. Voir au niveau du Togo, au niveau du Burkina Faso, au niveau du Sénégal, du Niger et ailleurs, comment faire écouler ces produits-là. Parce que nous parlons de lourdes pertes, d'avaries et autres, tout ça là. Nous n'allons pas rester là à nous plaindre, mais il faut que nous réfléchissions pour trouver une porte de sortie. Mais à moyen terme, j'ai parlé des débouchés, il faut également la conservation. Parce que ces produits-là, dans quelles conditions il faut les conserver? Pour que, au cas où nous avons des problèmes du genre, nous puissions les garder pendant longtemps. Le gouvernement a réfléchi à cela avec les producteurs. Ils ont proposé beaucoup de solutions. Et à long terme, la question de la transformation de ces produits-là. Comment les transformer au plan local, les vendre ici d'abord, avant d'envisager, l'exportation. Voyez-vous, si tout cela se poursuit, d'accord, dans le cadre des réformes-là, le gouvernement a pris l'engagement d'appuyer les producteurs, d'apporter les financements nécessaires pour les aider, n'est-ce pas, à réussir cela. Si ces défis-là sont relevés, je pense que tel que nous avons eu de bons résultats maintenant, nous allons en avoir encore dans les années à venir. C'est vrai que Loge Gandaro a déjà commencé. Ce qu'il reste à faire, Constant Yaredeo. Ce qui reste à faire, c'est de l'anticipation. Il faut avoir des perspectives. Et vous voyez ce qui se passe avec le Nigeria, c'est dommage, c'est triste, parce que Olali ne va pas me démentir. Il y a des périodes où vous avez un panier de tomates à 250 francs, mais il arrive des périodes où c'est 3 boules que vous achetez à 250. Évidemment. Ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas encore conscience que nous n'avons pas encore pris toutes les dispositions possibles. Il faut qu'on anticipe. Et mon confrère Gandaro parlait tout à l'heure de la conservation. C'est ça. Si on avait pris ces dispositions depuis, parce qu'on ne peut pas aller à l'industrialisation. Je souffre aujourd'hui parce que moi je suis, je vais dire, voisin à Zapota, où nous avons une usine de transformation de fruits. Mais nous n'avons pas la matière première, c'est ce qu'on nous a dit à la fin, que la matière première n'existe pas en quantité. Vous voyez, ça veut dire que pour aller à l'industrialisation, c'est difficile. C'est pas encore ça. Donc, si on met de la rigueur aujourd'hui dans la production agricole, je crois que c'est une très bonne chose parce que c'est ça qui doit nous conduire à la production en quantité. Et quand nous allons produire en quantité, nous pourrions avoir les usines de transformation. Et n'oubliez pas qu'à l'arrivée du président Patrice Talon, il a privilégié le partenariat public-privé. Parce qu'on a déjà fait beaucoup d'expériences. L'État ne peut plus être le commerçant aujourd'hui. L'investisseur aujourd'hui, l'État ne peut qu'accompagner. Donc, c'est les privés qui doivent prendre des initiatives. Mais quand l'environnement économique n'est pas sécurisé, ces privés ne peuvent pas oser. Et nous avons vu à travers les chiffres qui nous ont été annoncés tout à l'heure que la confiance est en train de renaître. La confiance est en train de renaître et c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup encore dans ce domaine. Avant, il y avait notre fameux Sékou, le lycée agricole Mehdi de Sékou, après Ina et Adjawere, mais aujourd'hui c'est en train d'être décentralisé et il faut forcément que l'État en arrive, tel que le président Talon a commencé à déconcentrer aujourd'hui les pôles. Il faut effectivement que ça s'accompagne des cadres qu'il faut, des spécialistes qu'il faut. Donc il nous faut davantage d'écoles d'agriculture aujourd'hui et qu'on renforce les capacités de la recherche agricole. La faculté des sciences agronomiques, la FSA, doit être renforcée en matière de recherche pour que nous ayons, quand on parle de l'agriculture aujourd'hui, on dit cacao, tout le monde dit c'est la Côte d'Ivoire. On doit pouvoir dire, mais le coton devrait être
un produit de stabilisation pour nous. C'est quand on va connaître, par exemple, un problème au niveau du palmier à huile, que le coton va essayer de stabiliser le temps que ça reprenne et tout ça, parce que tous les pays font l'effort de faire du coton aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qui est pour nous? On va dire c'est le Bénin, c'est ça. Et comme on dit cacao, on dit Côte d'Ivoire. Quand on dit tel produit, on dit tel pays. Je crois que c'est à ça qu'il faut arriver. Et aussi, investir aussi dans la météorologie pour que nous puissions être sûrs de ce que nous allons faire. Parce que si les partenaires financiers injectent de l'argent, les privés mettent de la main à la poche, prennent des risques, il faut aussi éviter les catastrophes. Donc je crois que si on peut intervenir dans tous ces secteurs et prendre ces dispositions, l'effort qui est en train d'être fait aujourd'hui sera couronné et on dira c'est à partir de tel moment que nous avons finalement pris conscience que l'agriculture devrait beaucoup faire pour notre économie. On va espérer que le secteur agricole continue sur son chemin et nous fasse avancer aussi sur le plan économique, au plan national aussi. On va évoluer. Mathias Sossou, je reste avec vous pour parler éducation, cette fois avec le ministre des Enseignements maternels et primaires, qui, à travers une note de service, a demandé aux instituteurs de s'habiller décemment devant les apprenants. Plus de collants, de chaussures talons, des tenues extravagantes devant les apprenants. Comment concevez-vous cela? Ça fait partie des réformes au niveau de l'éducation. Demander aux enseignants de s'habiller décemment devant les élèves. Oui. Ça fait partie quand même des conditions d'études aussi des élèves. Oui. Parce que je me rappelle quand on était au cours primaire, on avait nos maîtres qui étaient des modèles pour nous. Et on avait envie de faire comme eux. Et tellement, en tout cas, ils s'habillaient de façon quand même appréciable. Oui. Et nous aussi, nous avons envie d'étudier, de réussir et de nous comporter comme eux. Si aujourd'hui, le ministère a été obligé de sortir une note de service pour demander aux enseignants d'aujourd'hui de s'habiller décemment, c'est parce que l'idéal a déserté le forum. Les enseignants d'aujourd'hui ne taillent plus d'importance à leur habillement, tellement ils sont tenus par le ventre qu'ils n'ont plus envie, ils n'ont plus en tout cas la possibilité de dépenser un peu pour ce qu'ils vont porter. En tout cas, ils vont mettre sur le corps pour aller plancher devant les élèves. Et je crois que le gouvernement a déjà amorcé un début de solution sur les... Je crois que ça doit être sur les salaires. En tout cas, il y a une prime d'habillement qui est déjà proposée pour les enseignants, histoire de les aider quand même à renouveler de temps en temps leur drapeau, que les enfants ne soient pas obligés de leur dire, mais écoutez, ce maître-là, quand il vient en classe, là, vraiment, ça me désole, ou bien, en tout cas, qu'ils aient toujours envie, d'avoir ces enseignants-là devant eux. Non, ça ne s'arrête pas seulement au cours primaire. Il y a aussi le collège, où quand vous venez au cours et que vous voyez votre professeur s'habiller, c'est-à-dire la façon dont lui-même il s'habille, il est debout devant vous, ça vous plaît. Même si vous voulez manquer son cours, vous faites tout pour être présent, pour quand même le suivre. C'est aussi une manière de... En tout cas, je dis que ça fait partie des conditions d'études pour les enfants. Quand le professeur ou le maître est mal habillé et il vient devant les élèves aussi n'ont plus d'envie, ils n'ont pas d'envie de l'écouter et il va qu'à d'autres occupations. C'est ça. Donc aujourd'hui, le ministre a sorti quand même cette note-là pour demander aux enseignants de revenir en de meilleurs sentiments pour quand même consacrer un peu de leur gagne-pain à cette façon de s'habiller pour plaire quand même, en tout cas de façon générale, se tenir quand même en position ou adopter des manières les plus élémentaires quand même devant les enfants. Voilà, Euloge Gandao, c'est vrai qu'on dit que l'enseignant c'est le modèle, un modèle pour l'élève, l'écolier et un modèle en tout. Donc cette décision du ministre vient vraiment soutenir cette assertion, cette affirmation que nous avons. Tout à fait, ça vient à point nommé. Oui. Parce que comme vous venez de le dire, l'enseignant doit être un exemple, un modèle.
Mathias l'a dit tout à l'heure, que lorsque vous êtes écolier élève, vous voyez votre maître bien s'habiller, qui est propre, élégant, n'est-ce pas? Et ça vous plaît. Ça vous plaît, vous-même, vous voulez faire comme le maître. Et à l'avenir, vous direz, attention, j'ai eu un maître qui s'habille, il est élégant, je veux être. C'est-à-dire, l'élève doit, comment dirais-je, l'élève qui a été à l'école, demain, si on le voit, il doit s'habiller comme son maître, ressembler à son maître, qui est élégant. C'est une école, d'accord, dont l'enseignant demeure un modèle. Mais lorsque, pendant longtemps, on a vu des enseignants mal s'habiller, d'accord, vous les voyez chausser la chaussure qu'on appelait communément Dimaclon ou bien les tapettes. C'est pas normal. Que maître vienne en classe avec Dimaclon, avec des tapettes, voyez-vous, ça laisse à désirer. Ce n'est pas un bon exemple. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il faut les moyens. Le gouvernement est en train de faire un effort maintenant pour donner une prime vestimentaire, mais il faut que la prime soit utilisée. D'accord? Et lorsque vous s'habillez bien également, c'est être propre. C'est être propre. Lorsque vous voyez, par le passé, on parlait des akowé, des cols blancs. Hein, ça suppose que c'est l'élégance, c'est la propreté. La décence même, c'est l'hygiène. Observer l'hygiène. Ne pas s'habiller et avoir les cols qui sont salis par la sueur, par les transpirations et la poussière. Donc on suppose que l'enseignant doit veiller à cela. Les habits bien lavés. Le début de la semaine, on commence par porter des habits propres. À la fin de la semaine, on les lave et bien repassés. Alors, mais il y a des nuances aussi. Parce que les mesures là, c'est bien, mais il faut les suivre. Le suivi de ces mesures-là. Il ne faut pas qu'on les suive, ça soit appliqué 2 mois, 3 mois après, et puis on laisse les enseignants revenir aux mauvaises habitudes. Ça, c'est le naturel, il revient au galop. Et que dans certaines classes, on l'a fait, c'est les premiers mois, d'accord, les chefs d'établissement ont commencé par surveiller, par veiller à tout ça, mais quelques mois après, on laisse tomber, on revient encore avec des habits sales, tout et tout. Donc, il faut le suivre rigoureusement. Mais il faut que ces mesures aussi soient appliquées de manière juste. Il ne faut pas que pendant que dans les grandes villes qui sont plus en vue, la mesure est appliquée. Ceux qui sont à Wessé, à Kobli, à Tchoumi là-bas, bon, puisqu'ils sont loin, bon, ils ont le temps encore de porter leur anti-goudron, les vieilles chaussures appelées anti-goudron, qui sont découpées dans les pneus de voiture ou je ne sais pas quoi là qu'on appelle anti-goudron parce que ça dure. On connaît bien les anti-goudrons. Oui, ceux qui me suivent, qui sont béninois, ils connaissent aussi. Les anti-goudrons. Oui. Non, c'est pas bien. L'enseignant doit bien s'habiller. Bon, et pour les femmes, d'accord, on a exigé, nous on finit. Les collants, c'est pas bien. Une femme qui vient s'exhiber en collant en classe et même lors des contrôles, n'est-ce pas, des inspecteurs, l'inspecteur est troublé, est perturbé. Ça ne lui permet pas de faire son travail. Il est perturbé, troublé par les collants ou les mini-jupes. Donc il faut en finir. D'accord, la femme doit bien s'habiller. Et lorsqu'on dit robe, une très belle robe pour la femme, sur une très belle jupe, il faut insister aussi, parce que les robes, on a vu des femmes, les dos nus là, parce qu'il y a des robes dos nus. Les dos sont en saillie. Non, et puis les robes sont de toute taille. Toute taille. Il y en a qui à peine dépassent le niveau de la hanche déjà. Et... il faut une hauteur normale. C'est ça. Je ne suis pas couturier ni couturière, mais les dos nus, il faut procéder ça. Les dos nus. Et puis au niveau de la poitrine également, parce que vous savez, l'extravagance, on a vu également des femmes s'habiller et puis on arrondit les seins, on les sort à moitié, d'accord, et puis la robe est ouverte au niveau de la poitrine pour s'exhiber. Donc c'est pas bien pour. Vous avez vraiment beaucoup de choses à dire. Merci. Conseil à Ouédéou par rapport à cette question, vous savez que même avant cette note du ministre, ça existait dans les textes que les enseignants soient habillés de façon présentable. Personne ne leur exige des costumes, des cravates, et ainsi de suite. À chaque métier, c'est réalité. Mais il n'est même pas question ici de varier les tenues, mais de s'habiller de façon décente. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, au point où un ministre soit obligé de rappeler aux enseignants la façon dont ils doivent s'habiller? Oui, c'est ce que nous disons toujours, c'est le manque de rigueur dans les décisions. Parce que, tel que tu viens de le dire, c'était sous forme de conseil. Mais si aujourd'hui ça commence par s'inscrire dans des tests, je crois que c'est parce que
il y a de la légèreté dans l'application. Même normalement, Donc, un enseignant ne devrait pas porter de chaussures tapées, quelle que soit sa et, nature. Ça doit être fermé pour empêcher les apprenants de voir ses orteils. J'ai toujours apprécié un enseignant qui, assez fougueux, dit « Je suis le seul enseignant de la commune en cravate, du matin jusqu'au soir et du premier au dernier jour de l'année scolaire. » Effectivement, vous ne le verrez jamais sans cravate à l'école. Même les samedis, tant qu'il doit mettre pied à l'école, il est en cravate. Bon, ça fait rire et tout, Oui. on voit qu'il est assez fougueux, mais c'est qu'il faut dire que c'est par là qu'il faut commencer. Nous avons vu les enseignants, malheureusement pour nous qui avons tous les parents enseignants, nous savons de quoi nous parlons. Oui. Et vous savez, quand l'enseignant s'habille, ou quand quelqu'un s'habille et que vous devrez s'habiller très bien et que vous devez vous rapprocher de lui, Oui. je crois que les commerciaux comprennent bien ce que je dis, c'est eux qui l'enseignent. Quand vous voulez aller vers quelqu'un, vous faire entendre, vous faire accepter, c'est qu'il faut que la personne vous accepte. Donc, si vous allez débrayer devant les enfants, c'est de la manière débrayer que les enfants vont chercher à percevoir ce que vous êtes en train de leur enseigner. Nous avons connu des enseignants qui sont restés dans la même chemise du début jusqu'à la fin de l'année. Et ça, on leur donne un nom par rapport à la chemise rouge ou à la chemise blanche. Oui. Nous en avons connu qui ont porté des pantoufles du début de l'année jusqu'à la fin et pendant des années. Et quand on veut le désigner, c'est pantoufles qu'on dit. Ça, on connaît tout ça. Donc, déjà, dans l'habillement, l'enseignement commence à partir de là. Parce que vous avez vu M. Ganaro, son chapeau et la chemise qu'il a portée, il y a quelque chose qui a marié. Quand vous voyez l'habillement, vous dites quelque chose. Quand vous voyez Lali, les perles avec sa poche, déjà, il y a quelque chose qui a marié par là. Donc, il y a une logique déjà dans... Bon. Pour Gilles Christ, oui, une chemise blanche, un costume bien habillé avec noir, et là, ça frappe avec une cravate rouge. C'est pour que les téléspectateurs suivent bien, parce que quand il y a du rouge quelque part, l'attention est braquée. Donc, c'est pour dire que quand vous voulez que les gens vous suivent, c'est parce que J.K., vous voulez que les téléspectateurs le suivent attentivement. Ce matin, il a porté sa cravate rouge. Donc, il y a d'abord, c'est à partir de là que les élèves commencent par être... Mais quand l'enseignant est propre, l'élève est obligé d'être propre parce que déjà, quand vous voyez l'enseignant en train de mettre chaque chose à sa place, l'élève, quand le maître vient, il commence déjà par ranger son cahier, par mettre le bic là où il faut. Ça veut dire que la posture de l'enseignant est la première condition d'écoute de l'élève. Vous voyez, mais quand l'enseignant porte quelque chose qui ne va pas, un collant, malheureusement, c'est ça qui doit être enseigné, c'est comme un sous-vêtement. Oui. C'est parce que la robe est au niveau des genoux qu'on ne veut pas laisser les jambes nues, qu'on porte le collant pour... Et donc, c'est pour ça qu'on parle de collant. Donc, en réalité, la définition de collant, c'est ça qu'il faut. On ne peut pas mettre le collant aujourd'hui comme un pantalon. Et se promener. Et se promener, c'est pas possible. Donc, l'habillement de l'enseignant, je crois, ça joue beaucoup sur l'éducation des enfants. Et il y en a qui, même si on dit qu'ils ne savent pas s'habiller, il faut au moins la propreté. Et ça, tout s'apprend. L'esthétique, c'est dans tout. C'est scientifique, l'esthétique. Oui. C'est scientifique, justement. Et on va espérer que les enseignants saisissent le message, Mathias Assoso, qu'ils n'exhibent pas les poitrines, comme Loge Ganafo le disait tout à l'heure, pour à la recherche d'on ne sait quoi dans le milieu éducatif. Parce que l'enseignant ne doit pas se laisser influencer. La science, elle est exacte. La science, elle a ses normes. Donc, ce n'est pas parce que en ville,
vous allez dans boîte, vous allez à VIP, vous avez vu un habillement que, en tant qu'enseignant, vous allez répéter dans le domaine de l'enseignement. Ça là, ça ne s'influence pas. C'est ça. Même s'il veut répéter, c'est pas nécessairement pour aller au cours qu'il doit faire Non, ça. c'est ce Il y a qu'on le dit. week-end où il peut Oui. vaquer, Voilà. en tout cas, à d'autres occupations. Aller à la plage, ce n'est L'enseignant- pas aller en classe. Non, Pas du tout, pas du tout. Bon. L'enseignant doit savoir que en dehors de ce qu'il y a un Dieu pour nous tous, il est le Dieu de l'enfant, de ses élèves. C'est lui qui doit leur permettre de s'ouvrir sur l'avenir, de savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire dans l'avenir. Et vous allez me dire, en tout cas, dans l'ancien temps, en tout cas quand nous on était au collège, il y a par exemple, les enseignants de notre temps étaient comme des dieux chez nous, c'est-à-dire des akawés, ceux qui ne sont même pas parmi nous. C'est des enseignants c'est des gens qui sont hors de nous, que nous avons tendance à imiter. Un jour, par exemple, j'étais à la maison, il y a un neveu qui était avec notre maman, et, en tout cas, qui était chez nous. On allait à l'école ensemble. Il a quitté un village pour notre village, et il allait à l'école avec nous. Mais un soir, on était à la maison vers 18h comme ça, quand il a couru, il est venu à la maison, il dit, ah, Foufou, c'est quoi, les maîtresses là, elles mangent la pâte aussi. Elle dit, ah, pourquoi tu dis ça? C'est étonnant. Elle a vu la maîtresse là venir au moulin tout à l'heure pour écraser du maïs. Elle dit, ah bon, la maîtresse est comme nous, donc elle peut manger la pâte. C'est pour dire que dans le temps, les enseignants n'étaient pas considérés comme nous-mêmes. C'était des mythes. C'était des mythes. Ils étaient au-dessus quand même de la population dans les villages. Il va Aujourd'hui, falloir tout qu'on est puisse tombé. revenir à toutes Voilà. ces valeurs-là, parce que même un enseignant mal habillé ne peut pas donner des instructions à un élève. Ou dit-on, enfin, ta chemise est sale, tu es mal sale, habillé. il n'a pas son mot à Pas dire. décent. Merci infiniment à vous, Constant Yaoudé, directeur de Radio Planète, d'être venu comme chaque mardi. Merci, Elos Ganaro, directeur général du quotidien Le Grand Matin, et Mathias Sossou, directeur général du quotidien Le Gongoneur. C'est la fin de la causerie de ce mardi.